Bon, c'était un petit peu ébouriffant, on en sort un peu mouillé de cette immersion dans le Web 3.0. On va maintenant avoir une approche plus pragmatique des différents cas d'usage, à la fois de l'intelligence artificielle et de la data, dans tous les domaines. Attendez, je recherche les différents domaines de l'intelligence artificielle et de la data. Donc, on va parler à la fois de sécurité des infrastructures, de sécurité des véhicules, de sécurité des conducteurs et puis de protection contre le vol des véhicules. Donc, je vous propose de commencer avec Fabrice Collat. Vous êtes PDG de Direct Epidemio Statistics. Je vous laisse vous installer. Donc, avec vous, on va parler de sécurité des infrastructures. Vous allez nous présenter un outil de scoring du risque d'accident de la route qui a été construit avec des données d'infrastructures routières. Merci Sabine. Et donc, je vais vous faire une question à la Michel Chevalet. Comment ça marche? Pas tout de suite. J'ai une première question pour tout le monde et j'en viens à comment ça marche juste après. Dans le micro. Première question. Voilà, il y a trop de choses dans les mains. Que feriez-vous si vous aviez accès dès demain, dès l'année prochaine, à du scoring qui score en fait la dangerosité de l'infrastructure tous les 100 mètres? Là, devant, dans la rue, au milieu, en campagne, partout, tous les 100 mètres. Que feriez-vous dans votre entreprise pour exploiter ces données? Quelle est la valeur que ça va créer par chez vous? Donc, du coup, je vais vous présenter aujourd'hui. On va tenter de répondre dans la phase des questions. On essaiera de voir ce que vous en pensez. Et je vous présente dans le temps présent, du coup, la solution. Donc, il s'agit d'un scoring global du risque d'accident de la route sur la base de données d'infrastructures routières. Mathieu Levillier n'est pas présent aujourd'hui. Alors, en quelques étapes, on va évoquer le contexte, la solution, sa performance, et puis on va conclure. Alors, quelques chiffres clés, c'est toujours la base en statistique. On démarre et en fait, ces quelques chiffres clés sont dans toutes les équations qui permettent de dériver le score de risque. On a 2 millions de kilomètres de routes en France, donc c'est plus que ce qu'il y a sur Wikipédia, puisqu'on inclut également les routes non classées. L'OINSR enregistre 3267 décès en 2022. Et troisième point, ce n'est pas un chiffre, la Commission européenne va imposer à partir de l'année prochaine le scoring proactif des routes importantes. Donc, par route importante, on va considérer les autoroutes et les routes nationales. Voilà. Alors, le contexte est le suivant. On va avoir trois boîtes. La première boîte, c'est le gold standard. C'est ce qui a été fait depuis les années 90. Ça s'appelle l'IRAP, for International Road Assessment Program. C'est la technique traditionnelle développée par la communauté de scientifiques depuis les années 90 pour vraiment scorer le risque d'accident de la route. C'est une technique qui requiert du codage manuel, un aller-retour sur site avec véhicule et des experts accrédités qui vont coder tous les éléments de l'infrastructure qui contribuent à la sécurité des véhicules et des différents usagers. Donc ça, c'est la technique, c'est le gold standard actuel. Ensuite, on a le drapeau européen, tout simplement du fait de la norme, de la directive européenne, les États membres et la Commission ont compris que c'était trop compliqué pour déployer ce genre de solution à grande échelle. Donc du coup, l'Union européenne a demandé à ces scientifiques en Europe, pouvez-vous faire quelque chose de plus simple? Donc, on peut imaginer qu'on va baisser. Donc là, on a des petites étiquettes qui indiquent le coût au kilomètre. On baisse d'un cran. Et là, la petite boîte en bas à droite, tout simplement, en fait, c'est ce que nous, on a conçu, à savoir le score de risque V3, qui, lui, a l'avantage, en fait, de s'appliquer de manière synthétique, sans visite sur site, sur 100% des routes. Alors, voilà. Comment elle fonctionne, cette solution de scoring? Merci, Sabine, vous suivez. C'est ultra naturel comme interview. Et on y arrive. Alors, en 5 points, la topologie du réseau, on voulait vraiment avoir 100% du réseau. C'est la contrainte des autres techniques qu'il y a à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'elles doivent aller sur site. Nous, déjà, on voulait démarrer, OK, 100% du réseau. Déjà, ce problème-là, il est résolu. Maintenant, comment on fait mieux? Pour avoir 100% du réseau, on a démarré sur OpenStreetMap. Que peut-on faire avec? C'est le point 1. Donc, OpenStreetMap, en fait, va taguer, va annoter la route.
Et nous, on va faire une réannotation inspirée de l'IRAP. C'est-à-dire qu'on va prendre, l'IRAP, c'est une charité, donc il n'y a pas de but lucratif. Ils ont documenté depuis les années 90 comment ils scorent le risque en fonction du contexte. Et nous, on a réutilisé cette blueprint, donc ces plans, et on les a recodés. Donc c'est la phase 2. Ensuite, on en arrive au scoring multifactoriel. C'est toujours les mêmes équations que ce qu'il y a dans l'IRAP, à savoir, pour 4 usagers de la route, automobilistes, motocyclistes, bicyclettes et puis piétons, on va avoir un score avec Flavor, une dimension usagée, qui va prendre en compte différents sous-risques. Là, en l'occurrence, the risk of runoff on the driver's side, risk of runoff on the passenger side, head-on overtaking, intersection, property access. Donc, on va combiner en fait tout ça dans un risque global et total. Afin de simplifier la compréhension, on arrive à la phase 4. Par le plus grand nombre, on va segmenter tout simplement le score de 1 à 5 étoiles, 1 étoile étant une route assez dangereuse et 5 étoiles étant une route assez sûre. Donc tout ça, ça a été prédéfini par la communauté scientifique qui se focalise sur la sécurité routière. Et donc l'enjeu, c'est de voir ça sur une plateforme SaaS en visualisant. Alors en pratique, ça donne quoi? Merci. Donc là, c'est l'interface utilisateur. Comment ça se passe? L'interface utilisateur, on souhaite visualiser la dangerosité des routes. Donc forcément, on parle de cartographie. On va avoir nos 4 usagers en haut à gauche. C'est le premier panel. Donc on sélectionne les 4 usagers. Ensuite, on va pouvoir limiter voilà, est-ce qu'on veut voir les routes seulement à 1 étoile ou est-ce qu'on veut toutes les voir, les 5 étoiles? Et on va avoir une petite statistique analytique à droite qui permet déjà de résumer ce qu'on voit à l'écran. On a parlé de la phase d'avant, c'est-à-dire la segmentation en 5 étoiles dans la petite bulle 4. Et donc, du coup, là, on peut changer aussi les cut-offs. C'est la paramétrisation de la vue, ce qui est particulièrement pertinent quand on veut se focaliser, par exemple, sur les autoroutes qui, de facto, ont une dangerosité accrue du fait de la vitesse. Même si on a mis en place de nombreuses techniques pour prévenir le risque, quoi qu'il arrive, c'est plus dangereux qu'une route résidentielle où on roule à 30. Et différents types de modèles. Voilà, donc là, on va changer le modèle que l'on visualise sur l'écran. Une visualisation de la carte, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai choisi une petite ville de 10 000 habitants qui s'appelle Vitré, en Ille-et-Vilaine, ville historique avec un réseau routier concentrique. Et puis là, on voit que en fait, les pénétrantes, les routes qui amènent le trafic dans la commune, c'est celles qui portent le plus d'accidents, les petites pastilles avec les accidents. Voilà. Donc ça permet de superposer et de voir la coïncidence et l'adéquation du score de risque. En Bretagne, ça doit aussi être lié à la répartition des barres. Voilà. On verra. C'est une option. Ah, j'entends qu'il y a des gens dans le Nord aussi. Alors, je me permets d'enchaîner sur une visualisation toujours très impressionnante, de visualiser la densité d'accidents. Il y a vraiment des histoires à élaborer sur la base qu'on voit. Donc là, c'est la densité géographique des accidents avec un gros travail de fond qui avait été élaboré pour collecter, agréger et harmoniser en fait les données d'accidents dans différents pays européens. Voilà, donc les points clés, tout simplement une couverture globale. Donc c'était l'hypothèse de base ou le point de départ. Comment peut-on avoir 100% du réseau routier? Très bien, on s'est orienté sur cette direction-là. Un coût extrêmement faible puisqu'il ne s'agit que d'informatique et d'algorithmes. Une disponibilité aujourd'hui, on en est à la 3e version. La performance par rapport au gold standard, donc évoquée par rapport au IRAP, ce qu'on va voir avant la conclusion. Quelle est la performance de ce qu'on a fait? L'explicabilité, c'est linéaire. Donc, on n'est pas dans une black box de type ChatGPT avec, voilà, on ne sait pas ce qui se passe et puis 100 milliards de poids. Là, on sait exactement, on peut décomposer, on a une traçabilité complète de A jusqu'à Z, de la donnée source jusqu'au produit final. Les cas d'usage. Alors, je me suis mis dans les choses. On a eu des interviews et donc, du coup, le cas d'usage est le suivant, c'est le résumé. Si je me positionne dans les chaussures d'un gestionnaire d'infrastructure routière, l'enjeu va être de hiérarchiser par dangerosité le réseau dont ils ont la charge. L'enjeu va être d'être en conformité avec la directive européenne
notamment pour les réseaux importants, concessionnaires autoroutiers, ministère de l'infrastructure, pour les routes nationales, être indépendant et faire de manière immédiate l'étude d'impact de dangerosité, ce qu'ils ne sont pas vraiment en mesure de faire pleinement aujourd'hui. Ils n'ont pas faute de disponibilité et puis de capacité logicielle, la capacité vraiment de produire de nombreuses études indépendantes et immédiates. Et puis baisser la barrière d'entrée. Baisser la barrière d'entrée, puisque c'est tellement technique de faire ces études, c'est tellement technique d'extraire les données des systèmes informatiques. Voilà, l'enjeu, il est là. Petit point en plus, c'était le fait que les partenaires publics sont limités par leur périmètre géographique, ce qui fait que le département ne peut pas avoir accès à la commune. Et donc, du coup, en fait, de facto, ils ne peuvent pas poser des bornes de comptage pour savoir combien il y a de trafic dans la commune. Ils ne peuvent pas vraiment exploiter et savoir quelle est l'interaction entre leur réseau à eux et le réseau de la commune qui est juste limitrophe. Voilà, donc pour les gestionnaires d'infrastructure. Pour les assureurs, il y a, alors j'ai mis le mot-clé non-vie, on pourra revenir dans la partie questions-réponses. L'enjeu, c'est d'avoir accès à un score, une estimation multifactorielle du taux d'incidence d'au moins un accident, un ou plus, par tronçon, par usager de la route. Et ce score, en fait, il est calibré en fonction de la dangerosité, enfin de la sévérité de l'accident, décès grave, léger ou indemne. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte selon moi? Mais après, j'aimerais vous entendre. Ça vous apporte la possibilité de personnaliser le premium client en agrégeant le risque autour du code postal de garage du véhicule client. Et ça me permet aussi de pondérer la contribution du réseau routier autour du code postal. Effectivement, un 50 cm3 n'ira sans doute pas sur le réseau autoroutier ou une bicyclette. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la réglementation. Alors, vous arrivez à quel niveau de précision dans ce scoring? Alors, j'y viens dans un instant. Oh, je suis partie trop tôt. Voilà, c'est pas grave. Deux approches traditionnelles, hein. Le forfait au niveau tarification, donc là, c'est plutôt quand on a une feuille blanche, on essaie de la remplir. Et puis, pour un accès donné complet, il faudrait imaginer plutôt un concept de licence avec, là, on a un produit qui est assez ficelé, une livraison de données possible avec des correctifs, des nouvelles versions et un financement qui permet justement de financer la R&D. Voilà. Intégration, à part si vous avez un système très ancien, genre COBOL, normalement, on devrait arriver à intégrer dans vos systèmes ce genre de données de scoring complète. C'était là, voilà, le degré de précision. Merci, merci Sabine. Le degré de précision, alors je ne sais pas qui va être familier, peut-être seulement 1% ou 5% de l'audience avec ce genre de courbe. Si j'ai entendu dire qu'il y avait des statisticiens dans la salle. C'est vrai, ça arrive. OK. Donc, ça s'appelle une Receiver Operating Characteristic Curve. Donc, là, l'enjeu, c'est de mesurer la qualité de la classification de notre algorithme. Est-ce que je suis capable de détecter un tronçon de 100 mètres où il y a un accident? Est-ce que je suis capable de détecter un tronçon de 100 mètres là où il n'y a pas d'accident? Donc, on a le noir et le blanc. Et en fait, on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, il faut choisir où on est en fonction du trade-off en anglais, donc de la balance coût-bénéfice. Et en fonction de là où on va être sur la petite courbe. Donc, ce trade-off, en fait, il se calcule assez simplement. Ça ne coûte pas très cher de rajouter un panneau, puisqu'on partait de l'hypothèse que c'était une zone accidentogène. Donc, du coup, on va rajouter un panneau de signalisation. Ça coûte quelques milliers d'euros. Par contre, si on ne détecte pas une zone où il va y avoir du danger en réalité, potentiellement, c'est une fatalité. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout le même coût. En fonction de ce coût, on va être sur la courbe quelque part. Pour résumer, en fait, ces courbes, au tout départ, quand on a démarré, on était sur la ligne du milieu, à savoir 50%. Voilà, on ne sait pas trop où on est. Donc, c'était la V1. Ensuite, on est arrivé à la V2, donc c'était en janvier dernier. Et là, aujourd'hui, on est à la V3. Ce qui fait qu'en fait, l'objectif, c'est d'être en haut à gauche. Petite subtilité, on a inversé le 0 et le 1 au niveau des abscisses. Le 1 est à gauche. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails. On a parlé de trade-off entre les deux. Et l'objectif, c'est de gonfler la courbe. Voilà. En conclusion, donc on vous a présenté un score de risque d'accident par 100 mètres par usager de la route, calibré par gravité. Ça vous permet quoi? D'être proactif. On apporte de la globalité, c'est-à-dire que de la scalabilité, ça fonctionne partout, c'est systématique et c'est très bas coût par rapport aux solutions alternatives. Voilà, ça va vous permettre de simuler l'impact
à quoi ça sert de simuler l'impact, d'être conforme à la directive européenne, de personnaliser potentiellement les premiums. C'est vous qui allez me le dire. C'était la question de début de présentation. Et j'aimerais introduire la version 4 que j'appelle Polder pour travailler ensemble afin de gérer l'irrigation. C'est-à-dire qu'on dépend, on interdépend des autres, de la contribution des autres. Donc la V4 Polder, c'est le travail à venir qui va de nouveau booster la performance. On va gonfler la voile qu'on a vue juste avant de performance, donc avoir une meilleure classification. On va relâcher un peu les hypothèses qui sont les mêmes partout dans le monde. Donc on est parti de l'hypothèse du réseau routier français et on a appliqué ces hypothèses partout dans le monde. Et comme on a pu l'imaginer dans les chaussures des gestionnaires d'infrastructure, c'est vrai qu'un simulateur et un comparateur d'impact les aiderait beaucoup et c'est un enjeu à venir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. SRA, pour les collègues de Citimagine, malheureusement, Citimagine a éteint la lumière cette semaine. Donc, je remercie Mathieu, José, Thierry de Citimagine, Felipe, Marvin, Hugo, Alex, Aurélien et les autres. Et je recommande très vivement Felipe qui parle 6 langues et qui était un data scientist exceptionnel. Voilà, si vous voulez échanger à ce sujet. Alors, je réponds à vos questions si vous en avez. Alors moi, j'en ai une, parce que moi, j'imagine très bien ce genre d'outil sur un GPS. Est-ce que c'est imaginable? Peux-tu répéter la question? J'imagine très bien ce genre d'outil Oui. dans le GPS, dans mon GPS à Oui. moi, pour être plus attentive dans les zones accidentogènes. Est-ce que c'est imaginable? Une des remarques qui était, voilà, c'est plutôt à vous. Est-ce que c'est imaginable de définir? Et une des remarques qu'on avait collectées dans nos échanges, c'était la boîte à coucou. Le souci des notifications, c'est que ça alerte et ça distrait de la conduite. Voilà. Mais sur le principe, pourquoi pas, ça peut être pertinent pour les gestionnaires 1, 2, 3. Les gestionnaires de flotte, qui eux ont des trafics longs, ils sont en permanence sur la route en 24/7. Et là, on peut, de manière globale, quelle est la dangerosité cumulée du trajet routier? Est-ce qu'on peut choisir un trajet routier moins risqué pour ma flotte? Voilà. Il y avait une question, oui. Alexandre de chez Volvo. Est-ce que c'est des données qui dépendent de la saisonnalité? C'est-à-dire certaines routes sont dangereuses l'été, d'autres l'hiver. Du coup, est-ce qu'on donne une cote mal taillée pour une route? Du coup, effectivement, si on met sur un GPS, personne ne va passer sur cette route alors qu'en fait, elle est dangereuse 2 mois de l'année parce qu'il y a un carnaval ce jour-là. Ou est-ce que c'est vraiment mis à jour en fonction de la saisonnalité? Alors, je pense que les experts de la sécurité routière devraient faire ça. Moi, mon expertise va être plutôt sur la conception de ce produit. Donc là, effectivement, il y a une saisonnalité. C'est clair que le jour, la nuit, ce n'est pas le même trafic, ce n'est pas les mêmes accidents. J'évoquais la partie non-oui qui n'est pas forcément explicite. C'est que le score, lui, il est particulièrement pertinent pour scorer le risque de dommages matériels et pas trop sur les fatalités. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fatalités, il y a une contribution Les du comportement. fatalités, c'est les dommages corporels ou les décès? Décès, très long terme, d'accord. avec des rentes potentielles suite à des blessures post-accident. Voilà, donc le sujet, c'est que la variabilité modélisée par le score est moindre pour les accidents très dangereux, très graves, puisqu'on peut avoir des défauts de comportement, excès de vitesse, consommation. Et ça, nous, on ne le modélise pas, puisqu'on modélise l'infrastructure. Par contre, sur tout ce qui va être dommage du quotidien, là, par contre, c'est pas particulièrement pertinent. Ça répond en partie à votre question. Oui, parce que c'était GPS, mais aussi tout ce qui était application d'itinérance, style Waze, etc. Ça peut être des options intéressantes pour d'autres applications. Donc, merci. Merci. Avec effectivement le risque bison futé que vous signalez, c'est-à-dire que si on annonce une route très dangereuse et que personne n'y va, elle sera peut-être plus dangereuse du tout. Si, ça marche. Donc, je me représente tout à l'heure, Jean-Marc Donatien, président national des carrossiers C'est vous? Williams. C'est moi, vous allez m'entendre. Très bien, votre système. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, plutôt que d'attendre d'avoir des sinistres et de le mettre à ce niveau-là, de commencer par l'infrastructure pour bien réparer les routes, par la DSR? Et je pense que ça éviterait justement qu'on parle de sinistres aux compagnies d'assurance, parce que si votre système est bien fait par rapport aux routes, à la dangerosité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les infrastructures, moi je suis motard, donc je peux comprendre que il y en a dans la salle aussi, d'éviter les trous, c'est compliqué quand on suit une voiture. Et aujourd'hui, en termes de messages sur la route, c'est trop d'informations. Donc, est-ce que votre système ne va pas juste plutôt vers la DSR, les pouvoirs publics, pour réparer ces routes pour éviter les accidents et d'éviter les sinistres?
Quoique nous, on aime les sinistres quand même, hein, c'est notre métier. Donc, on a parlé un petit peu avec les véhicules vulnérables, donc à savoir les motocyclistes, avec l'assurance mutuelle des motards et avec la FFMC. C'est un sujet, et le sujet de la proactivité est pris en compte au niveau de la Commission européenne, puisqu'ils ont mis en place NWAP, Network Wide Road Safety Assessment, proactif. Voilà, donc, du coup, ils ont pris en compte au plus haut niveau le besoin de conformité. Et nous, du coup, voilà, je ne réponds pas forcément exactement parce que j'ai un focus d'observation, mais ça contribue un peu à la réponse, c'est-à-dire qu'il y a une démarche proactive pour gérer la dangerosité du réseau pour les différents usagers, pas seulement les véhicules automobilistes. Mais quels sont les éléments des infrastructures qui sont pris en compte dans le scoring? Oui, c'est une question assez récurrente. On va avoir tous les éléments classiques, hein, largeur de chaussée, qualité de l'enrobé. On va avoir le type de séparateur médian, qui, si on est sur une autoroute, on a soit du béton, soit des glissières qui empêchent un run-off on the driver's side, donc de dépasser sur la route du véhicule qui vient en face. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments. S'il y a une bande d'arrêt d'urgence, la largeur de chaque voie. Voilà, ce sont plein d'éléments qui sont pris en compte. Oui, c'est très gentil, merci. Céline AXA, il y a quelque chose qui m'échappe dans votre modèle, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment un assessment théorique de la dangerosité des routes que vous avez, mais à l'intérieur de ça, il n'y a pas d'éléments de fréquence d'accident, c'est simplement de la théorie. Quand vous dites que les autoroutes sont plus dangereuses, en fait, il y a beaucoup moins de fréquences d'accidents sur les autoroutes par rapport à un centre-ville, par exemple. Après, effectivement, les sinistres qui surviennent sur l'autoroute à cause de leur vitesse sont en général plus graves. Donc, c'est vraiment un assessment théorique que vous avez fait, enfin, le modèle que vous utilisez. Oui, on va revenir juste là. Ici. C'est le schéma de Vitré, là, que je n'ai pas très bien compris. OK. Donc oui, effectivement, c'est proactif et théorique. Donc en fait, le modèle a été conçu par l'IRAP dans les années 90-2000, publié, documenté. Nous, on le réimplémente. Et ensuite, on l'évalue sur les données de l'OINSR, d'où la courbe de performance. Grâce à ça, est-on en mesure de prédire la dangerosité des routes? Voilà, donc le modèle préexiste en fait. Voilà. Et donc la courbe, là, on a en fait les petits segments qui sont en bas à droite dans la courbe, 5, 4, 3, 2, 1 étoile. C'est ce qu'on voit ici, en fait. On a coloré en rouge les routes les plus dangereuses, à savoir les pénétrantes. C'est là où il y a le plus de trafic. Donc, qu'est-ce qu'on modélise? C'est le taux d'incidence. C'est pas là. On n'a pas normé par rapport à la volumétrie du trafic. Puisqu'effectivement, une autoroute, vu le trafic et le service que ça rend, voilà. Je pense que ça répond à votre question. Oui, merci. Oui. Une dernière question? J'en ai une au cas où sur le fil. J'ai une remarque d'un certain Nicolas S. Les routes dangereuses sont celles où il y a le plus de radars automatiques. Je pense qu'on peut ne pas répondre à cette remarque. Et ensuite, une question un peu plus pertinente. À quelle fréquence sont mis à jour les jeux de données? C'est une bonne... Il n'y a pas de difficulté, c'est-à-dire que sur la partie mise à jour, nous, on a une source, c'est OpenStreetMap, c'est le véhicule qui contient l'information d'annotation de la route. Donc, à chaque fois, les temps de calcul, c'est entre 1 et 2 jours pour calculer le score de risque, ce qui fait que la mise à jour est possible de manière assez récurrente, plusieurs fois dans l'année. Et là, on a une question qui rejoint un petit peu la question d'Alexandre sur le lien qu'il peut y avoir avec les événements climatiques. Bonjour, y a-t-il une pondération ou une prise en compte des conditions climatiques, donc inondations, brouillard, fumée, une segmentation par rapport à l'heure ou le jour de la semaine ou par exemple des départs en vacances? Alors, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. On est parti de quelque chose qui était approuvé, IRAP. L'enjeu, effectivement, hein, tout ça, c'est de on va dire de la cuisine statistique ensuite. L'enjeu, c'était d'aller de A à Z, d'avoir quelque chose de fonctionnel qui partait du principe où on couvre 100%. Et ensuite, comme on voit sur ce slide, le but, c'est les petites pastilles jaunes de performance où on augmente la précision au fur et à mesure à partir du principe de base, c'est-à-dire qu'on a une couverture globale. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, ça serait super pertinent en fonction de l'heure du jour ou de la nuit et de la saisonnalité de préciser le risque. Ou des heures d'ouverture du bar en Bretagne. Voilà.
Il y a peut-être une question au bout. Voilà, je ne sais pas si c'est. Ouais. Vous vouliez intervenir tout à l'heure? Non, bon, Non. c'est pas grave. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Fabrice Merci. Collat. Merci. On était bien rodés, hein.